Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un grand café confiné, pardon, excusez-moi, puisqu'on reçoit Emmanuel Denis, conseiller municipal de la ville de Tours, conseiller métropolitain, et candidat arrivé en tête au premier tour de l'élection du 15 mars dernier à Tours. Bonjour Emmanuel Denis. Bonjour, Vous allez bien? très bien. Première question, déjà personnellement, hein, on prend soin de nos interlocuteurs en cette période sanitaire un peu compliquée. Comment vivez-vous le confinement, vous? Bah, personnellement, je dirais que ça se passe plutôt bien. Alors, j'ai la chance de pouvoir sortir un peu puisque mon usine n'est pas totalement à l'arrêt, donc je vais travailler 3 jours par semaine. Et puis après, bon, j'ai la chance d'avoir des conditions de vie agréables puisque on a un jardin, donc voilà, on est en famille. On en profite pour passer du temps en famille, ce qui n'avait pas été tellement le cas ces derniers mois avec la campagne. Donc voilà, au moins. On a ce bénéfice-là dans cette période compliquée. La rupture est radicale, en effet, après 3, 4 mois de campagne. Ah bah, ça a été du jour au lendemain. J'ai passé trois soirées de suite chez moi en me disant bah tiens ça m'était pas arrivé au moins depuis 3 mois. Bon et puis depuis c'est tous les soirs donc oui non ça a été très très brutal. Mais après, voilà, la situation fait que on n'a pas de questions à se poser. Aujourd'hui, la vraie priorité, c'est bien sûr le règlement de cette crise sanitaire majeure. Il y a des vies qui sont en jeu, donc on n'a pas de regrets à avoir ou quoi que ce soit. C'est vraiment, on est focalisé sur ces questions-là. Oui, le temps électoral viendra plus tard. Vous le disiez, vous continuez à travailler, vous êtes ingénieur à STM Microélectronique. Je suppose qu'il y a eu des barrières sanitaires qui ont été mises en place, il y a eu une adaptation de l'outil de travail. Oui, alors bien sûr, beaucoup de mesures ont été prises. Alors, on est considéré comme une entreprise stratégique puisque voilà, on est dans le domaine de la microélectronique. C'est pour ça que l'activité perdure, même si elle est largement ralentie. Hein, on est autour de 30 à 50% d'activité. Alors, bien sûr, toutes les personnes fragiles restent chez elles. Toutes les personnes qui peuvent travailler de chez elles travaillent également en télétravail. Mhm. Après, il y a les personnes qui assurent la production ou qui sont support à la production, comme moi-même, qui doivent assurer une présence sur site minimum. Donc, voilà, il y a une organisation qui est faite pour qu'il y ait toujours la possibilité d'avoir cette production autour de 30 à 50% du niveau habituel. D'accord. Venons-en un petit peu à la gestion de la crise au niveau de la ville. Donc, vous aviez, vous, initié avec Christophe Boucher, le maire de Tours, un comité de suivi entre les différents groupes politiques de l'actuelle assemblée municipale. Vous étiez vus, il me semble, le 17 mars, le mardi 17 mars, un petit peu tous ensemble. Où on en est aujourd'hui de cette gestion un peu commune, transpartisane? Alors c'était juste avant le confinement décrété par le président le soir même. Donc c'était encore une réunion où on était tous présents. Mhm. Depuis c'est un peu plus compliqué. Donc il y a eu une période où on n'a pas pu se retrouver. Depuis avec les moyens techniques dont on dispose comme aujourd'hui, on a relancé cette réunion donc avec les différents responsables de groupes des groupes municipaux hier en fin de matinée. Et donc l'idée, c'est de rebalayer un peu toutes les mesures qui sont prises par la municipalité. Donc il y a le DG qui intervient aussi, qui participe à cette réunion. Et puis voilà, c'est de donner des idées, faire des remarques sur les choses qui sont à développer ou autres. Donc ça, on va dire ça fonctionne relativement bien. Tous les jours, on a un compte rendu des mesures qui sont prises en place par la ville. Donc oui, c'est ça, c'est qu'il y a un partage des décisions qui sont prises, des mesures et un échange autour, hein, c'est ça, si on résume. Alors oui, un partage des décisions. Alors je pense que là-dessus on peut progresser. D'ailleurs hier j'ai demandé à ce qu'il y ait également parallèlement à cette réunion sur la crise sanitaire hein, spécifiquement, qu'il y ait aussi une réunion sur finalement la vie municipale qui perdure et sur les décisions qu'on va être amené à prendre puisque ça risque de durer un moment important et donc ça me paraît indispensable dans cette période de transition parce que finalement on n'a plus ni les uns ni les autres une vraie légitimité. Voilà, notre mandat est prolongé, mais
dans un temps normal, tout ça aurait été modifié. Donc voilà, on prend ça. Il faut qu'on fasse ce travail-là. Mais par contre, pour les décisions, j'ai demandé hier à ce que voilà, on ait vraiment une visibilité sur les décisions importantes à prendre en termes de continuité de la vie municipale, au-delà des décisions autour de la crise sanitaire. D'autant plus que cette crise, elle renforce l'échelon municipal justement de proximité. Alors, vous aspirez à devenir maire de Tours, hein, on l'a dit, vous êtes candidat, vous êtes toujours candidat d'ailleurs, qualifié pour le second tour pour l'instant. Est-ce que ça change un petit peu votre vision cette crise, est-ce qu'elle change un peu votre vision de la gestion municipale justement? On voit que c'est renforcé, mais est-ce qu'il faut aller vers autre chose? Alors, je dirais que ça conforte plutôt finalement la vision qu'on avait de cet échelon municipal qui pour nous voilà, est vraiment un échelon extrêmement important. Là, on se rencontre avec ce qui est en train d'arriver, qui a une véritable importance à justement augmenter la capacité de cet échelon municipal à agir sur le territoire. Là, on fait face finalement à des soucis autour de la gestion sanitaire, puisque on se rend compte que l'hôpital public et globalement les services de la santé ont été malmenés. On a réduit les moyens. Donc aujourd'hui, on se trouve en pénurie de masques, on se trouve en pénurie de respirateurs, enfin avec des risques de pénurie. Et puis avec un personnel hospitalier qui était déjà extrêmement fatigué avant cette crise sanitaire, qui est aussi en difficulté. Hein. Ce sont véritablement les héros de la nation aujourd'hui. Donc, je pense que sur cette question sanitaire et le renforcement des services publics, on a vraiment une obligation. Alors, ça a été les remarques qui ont été faites par les différents responsables politiques. Même Macron a parlé de renationaliser un certain nombre d'entreprises, de donner plus de moyens à l'hôpital, alors que il y a quelques mois encore, il nous expliquait que l'argent magique n'expliquait pas. Je pense qu'au contraire, là, on va devoir, et il faut y réfléchir dès maintenant, on va devoir largement renforcer ces services publics. C'était une des orientations de nos propositions, donc ça renforce nos propositions. Et je pense qu'à l'échelle locale, sur l'hôpital, moi, j'avais été assez surpris des réactions des uns et des autres quand on nous avait présenté, c'était la directrice du CHU il y a 2 ou 3 ans qui nous avait présenté le plan Copermo de réduction finalement des moyens à des fins financières, hein, puisqu'on recherche la rentabilité. D'ailleurs, vous l'avez vu dans votre interview avec Christophe Boucher il y a quelques jours, le premier mot qu'il a dit, c'est l'hôpital n'est pas rentable. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment cette question-là qu'il faut poser ? Je pense pas. Je pense pas. Moi, j'avais été, donc, comme je l'expliquais, choqué, puisque quand on nous avait présenté ce fameux plan Copermo de réduction des moyens, on avait parlé d'utiliser des techniques comme le lean management. Donc moi, qui suis de l'industrie, je vois bien ce que c'est le lean management appliqué à un processus technique. Par contre, un processus humain, ça me paraissait totalement une mauvaise idée. D'ailleurs, ça avait fortement agacé la directrice de l'hôpital. Donc le lean management, juste pour résumer, c'est optimiser tous les moyens, aller vers la réduction, toujours plus de réduction des moyens. Bon, voilà, là, on est devant un processus humain. Pour les lecteurs, le plan Copermo, on le rappelle, c'était une réduction du nombre de lits, une espèce de rationalisation des services, avec en effet moins de personnel humain, si on peut dire, au profit de nouvelles technologies. C'est plus d'ambulatoires, moins de personnel, moins de lits et moins de moyens, quoi, hein, à des fins de rentabilité. Donc là, je pense qu'il va falloir faire tout à fait l'inverse. Et en tant que président du conseil de surveillance de l'hôpital, je pense qu'il faut avoir ces messages forts. La priorité, ce n'est pas la rentabilité de l'hôpital public, c'est vraiment le service à la population et les conditions de travail du personnel. On se rend compte qu'aujourd'hui, tout est... Enfin, ils portent le poids de toute cette crise sanitaire, donc c'est totalement indispensable de leur donner des conditions de travail qui soient meilleures qu'aujourd'hui. Cette crise permet quelque part une prise de conscience. On voit sur l'échiquier politique, à gauche comme à droite, aujourd'hui on parle de solidarité, on parle de changer un petit peu le logiciel de la société, de relocalisation, de nationalisation, vous l'avez évoqué. Les consciences changent?
Alors j'espère, c'est effectivement assez surprenant. On l'a vu l'autre jour, Christophe Boucher parle beaucoup de solidarité, alors que moi j'ai interpellé l'équipe en place plusieurs fois lors du mandat sur ces questions de solidarité avec des associations. Je suis encore passé il y a quelques minutes presque voir l'association La Table de Jeanne-Marie qui est aujourd'hui fournit des repas à plus de 100 personnes, des SDF, des précaires, voilà, des personnes qui en ont vraiment le plus besoin. Là, il y a vraiment des bénévoles qui font un travail de solidarité qui me paraît énorme. Je pense que je vais redemander à ce que la mairie les soutienne et les soutienne beaucoup plus qu'aujourd'hui, puisque c'est eux qui fournissent finalement les repas aux SDF qui sont dans le gymnase Paul Racco. Oui. Je pense que Qui a été ouvert spécialement, aujourd'hui on on a rappelle. voilà, qui a été ouvert spécialement. Aujourd'hui, on a une cuisine centrale qui est au ralenti. Je pense qu'elle est capable de fournir 30 repas de plus pour ces personnes-là. Donc voilà, ces questions de solidarité qui ont été, je pense, négligées ou qui vraiment n'étaient pas au cœur des discussions et des préoccupations de l'équipe en place. Et puis plus globalement, elles sont vraiment essentielles. C'est une période où justement on est en train de recréer des solidarités. Il y a plein d'initiatives extrêmement intéressantes. Vous avez vu aussi les couturières masquées de l'Ouest qui sont en On train a fait un article sur de un photo produire dessus. des masques. Ouais. Et finalement, elles sont là aussi pour pallier au manquement de l'État, puisque si on n'a pas de masque aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas su prévoir ce type de crise. Et c'est le bénévolat, ce sont des volontaires, ce sont des bénévoles, c'est la solidarité qui joue à fond à ce niveau-là, et elles essayent de pallier au manque en produisant leurs masques tissus, qui ne sont pas des barrières totalement hermétiques au virus, mais c'est mieux que rien. Il y a les masques en tissu, il y a les masques, les visiers en plexiglas, les fameux masques C'est ça. Decathlon. Il y a beaucoup Ça. de solidarité de la part des individus qui se lancent pendant cette crise aussi. Ça, c'est quelque chose qui doit vous toucher. C'est un discours que vous avez essayé de marteler quelque part ces derniers mois. Pardon. Ouais, alors il y a ces questions effectivement de solidarité forte, et puis cette idée aussi qu'on est en capacité et on doit garder la mainmise sur certaines productions de produits stratégiques. Donc là, on parle bien sûr de ces produits, on parle les tests aussi, ça va être un vrai sujet. Il va falloir, pour sortir progressivement du confinement, qu'on soit en capacité de faire des tests d'une manière importante, d'une manière massive, pour que voilà, on puisse isoler très rapidement des nouveaux foyers qui réapparaîtraient, parce que sinon on va faire que de confiner, déconfiner, confiner, déconfiner, alors qu'il y a des stratégies qui fonctionnent. Ça a été le cas en Corée du Sud, ça a été le cas à Singapour, donc il faut s'inspirer de ça. C'est des Et il exemples à faut, je suivre. pense, alors, en tous les cas, ça a fonctionné. Et puis cette idée, donc, on est en capacité. Et là, c'est une réflexion plus sur l'avenir. Il faut garder la main sur ces produits stratégiques. Il faut aussi, je pense, se reposer la question de reproduire localement des choses plus conventionnelles. Pourquoi pas du tissu. Pourquoi pas redévelopper un peu d'industrie du textile. Enfin, je pense que cette question de la relocalisation, là, elle prend vraiment tout son sens. On se rend compte que la mondialisation, elle a des effets délétères, elle a des effets néfastes. Et donc, cette idée de relocaliser, ça me paraît vraiment une idée forte. En même temps que cette idée aussi de mobilité, on a justement multiplié les mobilités. Enfin, on se rend compte qu'on est finalement lié à tous ces transferts de marchandises qui ont lieu. Ça aussi, ça me paraît un vrai souci, aussi bien en termes alimentaires. J'ai vu que l'ONU et l'OMC ont fait un communiqué, donc l'Organisation mondiale du commerce, pour dire qu'on risquait une crise alimentaire forte. Et là aussi, l'idée que nous, on développe sur ces sujets-là, c'est de relocaliser l'alimentation pour voilà, être autonome et ne plus être finalement soumis à l'arrivée de trains, à l'arrivée d'avions, à l'arrivée voilà, je ne sais quel transport. Là, on est en Donc, plein dedans. On voit même les supermarchés qui, du coup, font des produits 100% français pour beaucoup. Il y a des initiatives aussi de ciblage des producteurs locaux. Il y a des cartes qui se créent pour aller chercher directement aux producteurs locaux. Ça, c'est ouais, aussi, ce sont des choses qui vous parlent forcément. forcément, et c'est vraiment, je pense que c'est un moment où on est en train d'avoir un déclic. Alors, je pense qu'on avait eu ces réflexions-là depuis un certain moment. Là, ils sont en train de s'amplifier, je pense, dans l'opinion publique. Et il faudra
tirer les leçons de tout ça et réfléchir à un monde totalement différent de ce qu'on vivait jusque-là. Moi, j'ai lu votre article sur 37 degrés de l'économiste local De là, l'université de Tours, qui oui. dit voilà, qui explique que tout va recommencer comme avant, juste une fois que enfin, juste après la fin de la crise. Moi, je suis pas du tout d'accord. Enfin, en tous les cas, ça serait vraiment une très mauvaise nouvelle parce que lui, alors, d'ailleurs, c'est assez surprenant dans ses propos puisque il voit cet épisode de crise sanitaire, voilà, comme un épiphénomène, une crise comme il y en a eu d'autres, et puis après, tout va redevenir comme. Je pense que ça, c'est un avertissement qui est lié aussi à tous les dysfonctionnements qui sont liés à cette mondialisation. Donc, il y aura ces crises sanitaires. On l'a vu avec le SRAS, c'est pas la première, il y en aura d'autres, et peut-être qu'elles seront de plus en plus compliquées, complexes et à combattre. Donc, il y a ce sujet-là. Et puis, bien sûr, il y a le sujet du réchauffement climatique. Et ça, c'est pas juste une crise qui va durer quelques mois. C'est un vrai tsunami auquel on va avoir à faire face. Pour Et vous, donc, tout toutes est ces lié, en fait. questions. Mais, écoutez, pour la crise sanitaire, on a vu qu'a priori, si ces microbes ont été en lien, en proximité avec les êtres humains, c'est parce qu'on a eu de la déforestation, de l'artificialisation, et donc cette urbanisation à outrance, il faut aussi arrêter, il faut aussi la réduire, la limiter. Il faut vraiment changer de modèle à tous les niveaux et essayer de maintenir une vraie biodiversité. Donc tous ces sujets-là sont, je pense, étroitement liés avec notre mode de vie actuel, hein, qui les génère. Et donc l'autre grand fléau qui est en face de nous, qui arrive à pas beaucoup plus lent, c'est celui du réchauffement climatique, mais je pense que les remèdes sont les mêmes. On les a évoqués, hein, la relocalisation. Et d'ailleurs, dans cet esprit-là, il y avait un sujet sur lequel on avait beaucoup insisté, c'était l'idée que la ville devait devenir la ville des cœurs de quartier, c'est-à-dire relocaliser dans chaque quartier et avoir à proximité de soi eh bien, la possibilité d'avoir des équipements culturels, des services publics, des commerces de proximité, pour finalement réorganiser du lien social et une vraie vie dans chaque quartier. Et aujourd'hui, finalement, le confinement, c'est ce qu'on nous demande. On nous dit restez sur place, vous avez le droit de vous déplacer dans un périmètre d'1 kilomètre pour faire voilà, un petit peu de sport. Enfin, voilà, on est vraiment dans cet esprit où on se rend compte qu'il faut relocaliser. Enfin, il faut vraiment avoir ces réflexions-là. Créer des lieux de vie en local, à proximité, des lieux de vie de proximité, en fait. C'est ça, tout à fait, parce que la question des transports, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est un des vecteurs très forts, un des générateurs très forts de gaz à effet de serre, et donc de ces problématiques de réchauffement climatique. Donc, vous pensez, vous, qu'il y aura un avant et un après? Il y aura forcément des choses qui vont changer? Ah ben moi je le souhaite, sinon on va dans le mur. Et sinon le tsunami du réchauffement climatique, on va se le prendre en pleine face. Et là, ça sera autrement plus compliqué que cette crise sanitaire qui est déjà un avertissement extrêmement rude avec des morts tous les jours. Enfin bon, voilà, on n'en est pas encore sorti. J'espère qu'on va s'en sortir le plus vite possible. Mais pour moi, ça n'est qu'un avertissement des troubles auxquels on va avoir à faire face dans les années à venir. D'accord. Parlons un petit peu de politique, même si on n'est pas là, on est sur une période d'entre-deux. Bien que j'ai vu que sur Twitter, certains vous reprochaient de faire la campagne, notamment du côté des colistiers de Benoît Pierre. Vous avez peut-être quelque chose à leur répondre d'ailleurs? Ah bon? Non, je ne fais pas de commentaires sur leurs remarques. Moi, je me permets juste de mettre en valeur les solidarités qui se développent. C'est tout. Donc, je ne suis pas dans cet esprit de campagne, mais en même temps, c'est une période où on doit réfléchir à la suite. Et donc, on continue à faire de la politique. De toute façon, toute réflexion sur la vie locale, sur l'organisation, c'est de la politique. Donc voilà, moi je suis, à mon avis, pas du tout hors sujet et pas du tout indécent dans les postes que je fais. Simplement,
je donne des éléments de réflexion et puis je salue ceux qui ont des gestes de solidarité extrêmement forts. D'accord. Donc, pour revenir quand même à la campagne, donc on l'a dit, vous êtes arrivé en tête au premier tour le 15 mars dernier avec 35,46% des voix, des suffrages exprimés. Là, il y a une incertitude sur la suite. On a évoqué d'abord un deuxième tour au mois de juin avec un premier tour maintenu. Là, il y a une hypothèse qui monte depuis quelques jours d'un report complet des élections. Quel est votre point de vue dessus? Quelle est la solution idéale si tant est qu'il y en a une? Il n'y a pas de solution idéale. Enfin, je veux dire, c'est une question un peu secondaire pour moi. Je vous dis, la priorité, c'est la gestion de cette crise sanitaire. Après, il arrivera ce qu'il arrivera pour les élections. Nous, on s'adaptera. C'est franchement pas le sujet. Ce qui me paraît important, par contre, c'est de mettre en œuvre un vrai modus vivendi avec l'équipe en place qui assure l'intérim, hein, qui assure pour que voilà, il y ait des décisions qui finalement ne compromettent pas l'avenir, en tous les cas n'engagent pas l'avenir, puisque voilà, si on doit vivre comme ça pendant 2 mois, 6 mois, peut-être 1 an, dans une période un peu intermédiaire, il y aura des décisions bien sûr à prendre pour la continuité du fonctionnement de la ville. Et là, je pense que il faudra imaginer un fonctionnement différent de celui d'aujourd'hui. Pour moi, il n'y aura plus d'opposition ni de majorité, et on devra prendre toutes les décisions au consensus. Sinon, ça posera un problème un peu démocratique avec enfin, les résultats du premier tour qui sont quand même là, même si on doit annuler ce premier tour. Il y a eu une élection avec des résultats, et donc c'est important de prendre ça en compte et d'avoir conscience et de voilà, changer le type de fonctionnement jusqu'aux prochaines élections. C'est ça vraiment la priorité. Après, que ça se passe en juin ou en septembre, c'est la crise sanitaire qui dicte ça. Là-dessus, j'ai pas d'avis. Donc vous appelez à une union municipale en quelque sorte. Ah bah, ça me paraît indispensable dans la période où on est. On peut pas prendre des. Enfin, on peut. Voilà. Quelle est la légitimité finalement de l'équipe en place alors que on sait que le calendrier voudrait qu'aujourd'hui il y ait une nouvelle équipe. Donc voilà, la situation fait qu'il y a une intérim à organiser. Donc il faut l'organiser. Pour l'instant, on est dans la gestion immédiate de la crise et je dirais que ça se passe relativement bien. En tous les cas, il y a des échanges. Après, si ça doit perdurer, il faut absolument qu'on imagine un autre type de fonctionnement avec des prises de décision qui seront qu'il faudra absolument partager très largement avec le conseil municipal. D'accord. Dernier point que je voulais aborder avec vous, le point de la métropole, parce qu'on a beaucoup parlé de l'échelon municipal, mais la métropole aussi a beaucoup de compétences aujourd'hui et un rôle important en local. Comment ça se passe aujourd'hui à ce niveau-là? Ben pour l'instant, on reçoit un courrier de Philippe Briand régulier, là où il nous fait le point sur la situation. Je pense que là aussi, il y a des choses à mettre en place. On ne va pas pouvoir fonctionner comme ça longtemps. Il y a un vrai plan de redémarrage économique à envisager, à mettre en œuvre. Là aussi, j'imagine mal que ce plan soit décidé par quelques-uns qui sont aujourd'hui en place. Il faudra absolument qu'il y ait une décision voilà, qui fasse consensus, qui soit prise sur ces sujets-là. Donc, de la même manière, je vais interpeller, j'avais prévu de le faire, Philippe Briand sur ce sujet-là, sachant qu'en plus, il y a certains appels à projets, comme particulièrement un sur un prototype, une unité de production d'hydrogène qui ont été lancés là, dans cette période intermédiaire. Moi, j'ai été extrêmement étonné puisque ça engage l'avenir. Puis finalement, c'est un peu un choix stratégique de dire on va travailler sur l'hydrogène. Et on n'a pas du tout été sollicité sur ces questions-là. Donc on ne peut pas fonctionner comme ça. Il faut absolument qu'on trouve un autre moyen de réfléchir, y compris avec toutes les remarques que j'ai faites tout à l'heure en disant on ne va pas redémarrer comme avant, quoi. Donc il faut vraiment que ces questions-là, tout le monde puisse les partager et qu'on trouve un moyen de fonctionner, parce que l'idée c'est pas d'être à l'arrêt pendant 6 mois, enfin 3 mois, 6 mois, pendant la période nécessaire. Ouais. Voilà, il faut qu'on puisse avancer, mais par contre toutes les décisions politiques qui ne feraient pas consensus, à mon avis, faut les mettre de côté. Très bien. Eh ben, Emmanuel Denis, on vous remercie pour cet entretien. On vous dit à bientôt, on espère,
se revoir dans d'autres circonstances. Et bon courage d'ici là à vous. Merci, bon courage à tout le monde également. À bientôt, au revoir, merci.